Bien, bonjour à tous. Alors, je vous annonce le programme d'aujourd'hui, si enfin j'arrive à terminer une séance comme je prévois de le faire. Donc ce que je voudrais qu'on fasse rapidement, on a commencé à voir en fin de séance dernière les objections au libéralisme. Je voudrais vous en mentionner quelques-unes, ainsi que certaines réponses, au moins pour certaines d'entre elles, mais j'espère que ça tient en à peu près 20 minutes. Et puis on passe ensuite, on fait une petite pause dans l'examen des grandes idéologies politiques. On aura vu marxisme et libéralisme. Il nous restera encore conservatisme et politique de l'identité, et ça on le fera un petit peu plus tard, et on va rentrer ensuite dans l'examen du problème de l'autorité de l'État que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi qu'un rapide parcours des principales solutions au problème qu'on verra ensuite un petit peu plus dans le détail. Alors ça c'est le menu. Ce qu'on a vu les deux dernières fois, c'est le libéralisme, donc, qui est une des grandes idéologies politiques qui structure le débat, au moins dans nos sociétés, dans nos démocraties libérales, comme leur nom l'indique. Et brièvement, le libéralisme, vous vous souvenez des points centraux. Vous avez d'une part une notion de la liberté qui est une liberté négative, donc on est libre si on n'est pas contraint par autrui. D'accord ? Sur cette base-là, le libéral va proposer deux principes. Enfin, selon les versions de libéralisme, on a deux grands principes de non-interférence. Donc on va dire il faut faire en sorte qu'on soit le moins possible contraint par autrui. Et donc, John Stuart Mill propose un principe resté célèbre qu'on appelle le principe du tort, qui dit que vous n'avez le droit de contraindre autrui que dans la mesure où cette personne cause du tort à une tierce personne. On a vu les problèmes pour ce principe du tort. Le problème principal étant que la notion de tort risque de s'étendre. Et en réponse à ça, des libéraux un peu plus stricts, qui sont souvent proches de l'anarcho-capitalisme, défendent un autre principe de non-interférence, qu'on appelle le principe de non-agression, qui consiste à dire on n'a jamais le droit de contraindre autrui, sauf si autrui a initié contre nous une action violente, ou menace d'initier contre nous une action violente. Ça, c'est le seul cas où on a le droit d'exercer de la contrainte sur autrui. Donc ça, c'est les deux principaux du libéralisme quand il s'agit de savoir comment agir et à quelles conditions l'État peut intervenir. Et puis on a vu ensuite la manière dont le libéral justifie cette défense de la liberté négative. Il y a deux grandes justifications de la liberté négative. La première, c'est une justification intrinsèque qui consiste à dire que la contrainte en soi, c'est pas bon, okay, soit qu'elle ait une valeur intrinsèque négative, soit qu'on ait des droits naturels, typiquement, qui soient tels qu'on a le droit de ne pas être contraint par autrui. D'accord ? Donc ça, c'est une première forme de justification du libéralisme. En soi, c'est pas bien, la contrainte. Et puis il y a une autre forme de justification du libéralisme qui est très mise en avant, notamment dans les libéraux qui s'intéressent à l'économie, qui consiste à dire que la liberté négative ou l'absence de contrainte, autrement dit l'absence de contrainte, ça a des conséquences positives. Ça a des conséquences économiques positives, ça a des conséquences sociales positives, ça a des conséquences scientifiques positives, etc. Donc ça, c'est les principaux points du libéralisme. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui, Giacomo. Dans le but que j'avais, quand on avait parlé d'esclavage. Là, si on voit le point de vue libéral, on avait dit qu'on peut expliquer l'abolition de l'esclavage par la main invisible. Ah, j'ai oublié de vous parler des... Oui, c'est ça, j'aurais dû vous rappeler. Oui. Et puis ma question c'est, mais comme le libéral peut expliquer, je ne sais pas, par exemple, la guerre entre sud et nord des États-Unis, justement car un des buts c'était d'interdire l'esclavage. Donc comme la main invisible, ça peut mettre dans une dynamique qui me semble assez sociale. Oui, alors merci. Je fais un petit rappel et je reviens à votre question. J'ai oublié de vous parler d'un des points importants de la plupart des libéraux qui insistent sur les conséquences positives de la liberté. Ceux qui insistent sur les conséquences positives de la liberté, comprises comme absence de contrainte, s'appuient sur cette notion de main invisible ou d'ordre spontané. Et leur idée principale, c'est que si vous mettez les individus dans de bonnes conditions, même des individus qui poursuivent uniquement leur intérêt vont produire des conséquences socialement bénéfiques. Souvenez-vous de l'exemple que je trouve assez parlant, l'exemple de Hayek. Donc Hayek, c'est un grand philosophe et un grand économiste du XXe siècle. Hayek prend l'exemple du sentier qui se forme spontanément dans la neige ou dans la forêt, peu importe.
Personne dessine ce sentier, donc il n'y a pas d'intelligence derrière qui fait un plan de ce sentier. Il y a une première vache qui passe, puis une deuxième, puis une troisième, puis après même nous les promeneurs on peut se faufiler sur ce sentier, tout le monde est très content. On a une conséquence positive, bien qu'il n'y ait pas eu de plan derrière ça. Donc gardez bien en tête, si vous revenez au marxisme, vous voyez que là vous avez un point d'opposition très fort, évidemment, entre les libéraux et les marxistes. Et les marxistes pensent qu'on peut planifier l'économie, qu'on peut la diriger, et les libéraux pensent que c'est voué à l'échec et qu'au contraire, il faut trouver des contextes où l'économie, les agents économiques agissent librement. C'est ça qui va maximiser les bénéfices pour tout le monde. Alors ça, c'était la fin du rappel. Maintenant, j'en viens à votre question, Giacomo. Votre question, c'est, je vous ai montré l'exemple d'un des philosophes écossais du XVIIIe siècle qui dit « l'esclavage pourrait disparaître sans contrainte, sans qu'il y ait d'abolition explicite, juste parce que ça a un coût plus élevé. Au bout d'un moment, les propriétaires terriens se rendent compte que payer les esclaves, réduire en esclavage les personnes, ça coûte plus cher que de payer des salariés. Alors, comme souvent, ce type de réflexion sur la main invisible, elles n'ont pas prétention à l'exactitude historique. Et donc vous avez raison de dire, bah oui, la guerre Nord-Sud aux États-Unis, c'était clairement une question, ça impliquait notamment la question de savoir est-ce qu'il faut abolir l'esclavage ou pas. Donc leur point, c'est plutôt de dire, voyez, il serait possible que des choses arrivent positives, même sans la contrainte. Alors parfois ils disent, bah, en plus là ça marche, mais le point de cet Écossais dont le nom m'échappe au moment où j'essaie de vous le dire, il va me revenir, ça consiste à dire, vous voyez bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un mouvement contraint et dirigé pour arriver à de bons résultats. D'accord ? Donc ça, c'est ce que les libéraux, évidemment, mettent ça en avant, parce qu'eux veulent dire, si on se débarrasse de l'État, ou si on réduit la taille de l'État, pas de panique, les choses vont continuer à bien se passer, y compris des choses comme abolition de l'esclavage pourrait continuer, pourrait advenir. D'accord ? Ça répond à votre question ? Oui, merci. Ouais. Autre question sur tout ça ? Non ? Alors, on passe aux grandes objections au libéralisme. On en a vu une la dernière fois, et on en a parlé par ailleurs dans un cours au premier semestre pour ceux qui étaient là. Une des objections qui revient tout le temps au libéralisme, c'est de dire, vous insistez, vous les libéraux, sur la liberté, mais votre système, puisqu'il inclut les libertés économiques, donc il inclut le capitalisme, ce qu'on entend par capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production, à l'opposé de ce que recommandent Marx et les socialistes. Votre système, très bien, il assure la liberté, mais il augmente radicalement les inégalités. Il y a deux grandes réponses libérales à ça. La première réponse, c'est que, d'une part, c'est pas vrai que les inégalités aujourd'hui diminuent dans le monde. Ça, c'est une réponse strictement empirique, mais qui a un intérêt par rapport à la théorie libérale. Et puis, deuxième réponse, je passe vite parce qu'on l'a vu la dernière fois, deuxième réponse libérale, et ça, c'est la réponse la plus standard, ça consiste à dire il ne faut pas hyperventiler sur les inégalités, ce n'est pas elles qui sont un problème, le vrai problème c'est la pauvreté. Or nous, notre système capitaliste résout mieux la pauvreté que le système socialiste, la propriété privée des moyens de production. Je vous montre juste, je vous avais déjà montré ça, ou peut-être je suis passé la dernière fois rapidement. Ça c'est depuis la Révolution industrielle, 1800, ce que vous avez, les courbes que vous avez là en rouge, c'est la Chine, en jaune ça doit être l'Inde je pense. Non, c'est l'Europe en jaune, pardon. Bah oui, évidemment, c'est l'Europe. En rouge, c'est l'Asie, donc ça inclut la Chine et l'Inde. Et puis, ce que vous avez là, c'est en horizontal, vous avez le revenu par tête. Donc, vous voyez qu'en 1800, le revenu par tête était à peu près homogène dans le monde. Donc, assez peu d'inégalités, mais parce que tout le monde était pauvre. D'accord ? Et puis, révolution industrielle, évidemment, qu'est-ce qui tire les revenus vers le haut ? Ben, c'est l'Europe. C'est là où la révolution industrielle part, en Angleterre et puis dans l'Europe continentale. Donc, 1975, on est bien après la révolution industrielle, mais là, il y a effectivement une augmentation des inégalités dans le monde, mais il y a une augmentation des inégalités parce qu'il y a un certain nombre de régions du monde qui s'enrichissent. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un rattrapage économique de l'Asie, notamment, mais aussi en partie, ça fait partie des bonnes nouvelles, petit à petit, de l'Afrique, qui fait que les inégalités rediminuent. Donc ce que disent les libéraux, typiquement, c'est dire c'est pas grave les inégalités. Ce qui compte, c'est qu'on bouge tous vers de plus en plus de richesse. Alors, je passe là-dessus rapidement. Deuxième objection importante au libéralisme, c'est de dire, vous les libéraux,
vous faites en sorte de nous assurer des libertés formelles. Vous faites en sorte de vous assurer qu'on ait le droit de faire plein de choses. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas juste des libertés formelles, c'est ce qu'on appelle aussi des libertés réelles. Ça nous fait une belle jambe d'avoir la capacité de nous acheter une Ferrari si on n'a pas les moyens de nous acheter, d'avoir le droit d'acheter une Ferrari si on n'a pas les moyens, la capacité d'acheter une Ferrari. Pareil pour tout un tas de biens, que ce soit la nourriture, les pilules contraceptives, l'accès au logement, etc. Donc on ne veut pas juste le droit de pouvoir faire des choses, on veut aussi des capacités réelles de le faire. Donc ça, c'est souvent une objection qui est avancée. Elle est avancée de manière générale, mais elle est aussi avancée dans tout un tas de domaines particuliers. Je vais revenir sur l'éducation tout à l'heure, mais c'est une ligne d'objection tout à fait importante et standard au libéralisme. Je vous donne juste, et c'est très superficiel la manière dont je vous présente ça ici, parce qu'évidemment, pour chaque problème, il faudrait regarder dans les détails. En général, le libéral va répondre, très bien, nous on est aussi pour les libertés réelles, mais là il va utiliser sa partie conséquentialiste, où il dit, ben, regardez les effets positifs de la liberté, grâce à nous, les rayons des supermarchés sont pleins, si vous pensez qu'il faut mieux la propriété collective des moyens de production, allez voir si les rayons des supermarchés sont aussi pleins dans les régimes où l'économie est planifiée. Ça, c'est le premier axe des réponses libérales. Et puis un deuxième axe de réponse libérale avec lequel vous êtes certainement familier. Vous vous souvenez que cette idée d'ordre spontané que je viens de rappeler en réponse à Giacomo, ça consiste à dire qu'il n'y a pas besoin de bonnes intentions pour avoir des résultats collectivement bénéfiques. Et souvent, les libéraux prennent le point opposé. Ils ont tout un tas d'arguments venus de l'économie, typiquement, pour dire souvent les bonnes intentions, non seulement les bonnes intentions ne sont pas nécessaires pour obtenir des conséquences positives, mais souvent elles ont des conséquences négatives. Donc si vous mettez un salaire minimum, au départ on se dit c'est très bien, salaire minimum, on essaye d'aider les personnes les plus défavorisées, mais ça va avoir comme conséquence négative d'augmenter la quantité de chômage, etc. et d'autres arguments de ce type sur l'encadrement des loyers. Tout ça, soit vous créez de la pénurie dans la théorie libérale ou la théorie des prix marginalistes standards, soit vous risquez de créer des surproductions. Donc à l'arrivée, les interventions, même si vous voulez faire bien, si vous intervenez sur un marché où la main invisible fonctionne, vous risquez de faire plus de dégâts qu'autre chose parce que les ordres sociaux sont très complexes et si vous tirez d'un côté, vous risquez de détruire cet équilibre fragile. Bien, alors ça c'est les deux arguments qu'on a vus la dernière fois. Je voudrais passer à un autre argument maintenant qu'on entend souvent. C'est l'argument suivant, c'est de dire, que dit le libéral? Il dit, si vous produisez de la richesse dans le contexte aujourd'hui, en Suisse, vous ouvrez votre petite entreprise, vous gagnez de l'argent, puis vous dites, ben, j'ai produit de la richesse, donc je garde l'argent pour moi, ça génère des inégalités, mais c'est pas grave, c'est pas les inégalités qui sont un problème. Par ailleurs, si vous avez gagné de l'argent, peut-être vous avez créé des emplois, donc vous avez aussi enrichi les personnes qui sont vos salariés ou vos partenaires en affaires. Pas de problème à ce niveau-là, mais voilà ce que disent un certain nombre d'adversaires du libéralisme. Ils objectent au libéralisme la chose suivante, ils disent « Oui, mais attends, tu as gagné de l'argent, c'est très bien, mais tu n'es pas le seul à avoir produit la richesse ici. Pour produire la richesse en fondant une entreprise, supposez que vous fondiez, je ne sais pas quoi, pourquoi je pense toujours à des restaurants et à des crêperies? C'est à cause de ce machin là-bas. Il y avait plein d'autres choses à fonder dans la vie que ça. Vous fondez une fabrique de violons. Courageux, mais ça peut marcher. Il y a des bons luthiers à Neuchâtel. Vous fondiez votre atelier, vous êtes luthier, vous employez un certain nombre de personnes, et là, l'objecteur arrive et vous dit « Oui, mais c'est bien gentil, mais tu as utilisé beaucoup de choses pour gagner de l'argent grâce à ton atelier. Tu as utilisé le fait qu'un certain nombre de personnes peuvent venir jusqu'à ton atelier en utilisant les transports en commun, en prenant les routes. Tu as utilisé le fait... Tu as trouvé des gens qui étaient formés pour faire ta comptabilité, donc c'est des gens qui ont été à l'école. L'école, elle a été payée par l'État, etc., etc. Donc, quand vous produisez de la richesse dans un contexte dans lequel l'État existe, que le libéral soit pour ou soit contre, dans tous les cas, l'État peut dire « Oui, mais une partie de ce que vous avez produit, ça vient de ce que vous avez à disposition. » L'ordre, la police, c'est aussi très important. Si vous ouvrez votre atelier de lutherie au milieu d'un endroit où c'est la guerre civile, vous n'allez pas vendre beaucoup de violons. Donc, l'État peut dire, bah, c'est légitime pour nous, l'État, la collectivité publique, de prélever une partie de la richesse que vous avez produite parce qu'elle est due à l'infrastructure, pour dire les choses de manière très générale, que nous, on a offert en tant qu'État. Alors, petit test maintenant pour voir si vous avez attrapé l'état d'esprit du libéral. Comment vous pensez que le libéral répond
à ce type d'objection? Donc est-ce que l'État, parce qu'il fournit un certain nombre d'infrastructures, peut légitimement prélever au moins une partie de la richesse qui est créée par les différents entrepreneurs? Comment le libéral va être enclin à répondre, Cyril? J'imagine que l'entrepreneur il va réinvestir ce qu'il a gagné en partie, soit dans son commerce, soit dans d'autres services de l'État, et qu'au final, comme la théorie de la main invisible, il va y avoir un équilibrage entre la production de richesse ou un cercle vertueux. Donc là, l'argument, c'est de dire, et c'est vrai que c'est un argument, c'est pas le principal, mais c'est un argument important, c'est de dire si vous confisquez une partie du bénéfice, si l'État prélève une partie du bénéfice, ce bénéfice, ça aurait été de l'investissement, ça aurait été de nouvelles créations de richesse, et donc en prélevant cet argent-là, vous empêchez cette partie de création de richesse. Donc vous diminuez les richesses qui vont être prélevées. Donc ça, c'est un argument important en termes d'efficacité. Donc là, c'est un argument conséquentialiste. Hein. Souvenez-vous toujours, pour le libéralisme, il y a toujours il joue sur deux jambes. Tantôt, il joue sur la valeur intrinsèque de la liberté, les droits des individus qu'il ne faut pas violer. Ne me prenez pas ce qui est à moi, violez pas mes droits de propriété, les droits de ma personne, ma liberté de m'exprimer, etc. Et tantôt, il joue aussi sur le fait que la liberté, ça produit tout un tas de conséquences positives. Donc là, l'argument que vous venez de donner, Cyril, c'est un argument conséquentialiste. D'accord ? Mais cherchez maintenant du côté qu'on appelle non conséquentialiste, qu'on appelle parfois déontologiste. Est-ce que c'est juste pour l'État de faire ce raisonnement-là? Okay? Donc vous avez ouvert votre atelier de lutherie, vous vendez des violons, l'État vient vous voir et dit maintenant je vous prends 20% parce que je vous ai offert l'ordre et l'éducation de vos employés. Karina. J'ai juste pas très bien compris dans l'argument, si on dit que voilà, l'État par exemple a payé des routes avec lesquelles les employés viennent en voiture, Ouais. mais cet argent-là il doit bien quelque part, il me semble qu'une grande partie c'est par exemple de nos impôts, je ne vois pas trop en quoi on dit que c'est l'État qui paye alors que techniquement c'est nous. Oui, vous allez dans la bonne direction. Donc l'État, dans cette idée-là, la collectivité dit, nous on vous offre l'éducation, on offre l'éducation à vos employés, on offre les transports en commun, on offre la justice, l'ordre, etc. Mais une réponse, c'est de dire, oui, mais comment vous nous offrez ça? Vous ne le faites pas de nulle part. Vous l'avez prélevé au départ sur des impôts. Donc vous m'avez déjà pris une fois de l'argent, vous nous avez déjà pris, ça dépend à qui évidemment dans cette histoire-là, vous nous avez déjà pris une fois de l'argent pour financer ça, vous n'allez pas nous faire payer une deuxième fois. Alors c'est en gros la réponse déontologiste ici. Je l'ai mis de manière informelle, mais vous rencontrez ça de manière un peu plus formelle plus théorique dans la littérature. Un libéral face à ce type d'argument va dire non seulement vous nous forcez à acheter des choses. Il faut bien voir que pour un libéral, quand l'État vous prend de l'argent et puis dit je vais financer de l'éducation avec ça, je vais financer des transports en commun, des routes, etc. Il dit, moi, je n'aurais pas acheté ça tout seul. Donc vous nous prenez de l'argent, puis vous nous forcez à l'investir dans certains domaines. Alors une fois que vous m'avez forcé à acheter de l'éducation, à acheter de la police, à acheter tout ça, maintenant c'est là à ma disposition, donc je l'utilise. Ce serait bien idiot de ma part de ne pas utiliser ce que vous m'avez forcé à acheter. Et maintenant que je l'utilise, vous revenez vers moi et vous me dites « Ah, vous l'utilisez, ça veut bien dire que vous en aviez besoin. Il faut me payer encore plus maintenant que vous l'utilisez. » D'accord ? Maintenant que vous utilisez la police, les tribunaux et l'éducation, que vous avez déjà payé une fois, comme disait Karina, il faut payer une seconde fois. Donc ça, c'est typiquement la réponse. Vous voyez que ce n'est pas la même réponse que Cyril proposait tout à l'heure. Ce n'est pas une réponse conséquentialiste en disant l'argent que l'État prélève sur les bénéfices va causer une moindre richesse créée par la suite. C'est plutôt un argument qu'on appelle déontologiste, dans le sens où vous ne faites pas appel aux conséquences ici. Vous dites juste, c'est pas juste, on a déjà payé une première fois. Non seulement vous nous forcez à acheter des biens qu'on ne voulait pas acheter, puis une fois qu'on les a achetés, vous nous refaites payer une deuxième fois pour le fait qu'on les utilise. C'est un peu fort de café. Bien. Quatrième objection, pardon, si ça va un peu vite, vous m'interrompez si c'est pas clair. Quatrième objection très commune au libéralisme, c'est l'idée que le marché génère des discriminations. En particulier, le marché peut discriminer contre des individus ou des groupes. Contre des individus, il peut licencier arbitrairement une personne, ou si vous avez que des entrepreneurs qui préfèrent tel groupe de personnes à tel autre, il peut discriminer à l'encontre de l'autre groupe de personnes. Bien, alors vous avez... Là encore, c'est un chapitre en soi. Je vous mentionne juste deux directions de réponse. Une première direction de réponse, pour certains libéraux, en particulier les plus proches de l'anarcho-capitalisme, ça consiste à dire
Eh bien écoutez, les discriminations quand c'est par l'État, c'est pas bien, mais quand c'est par des personnes privées, c'est pas aussi problématique. Et puis là, souvent, vous avancez des exemples du type, mais vous avez bien le droit de savoir, de décider qui vous invitez chez vous. D'accord ? Peut-être vous pouvez dire chez moi, il n'y a pas un capitaliste qui vient manger. Vous pouvez dire chez moi, je ne veux surtout pas des supporters de Young Boys. Ou chez moi, vous faites des réunions en non-mixité. Donc vous avez le droit, à titre privé, de refuser l'entrée à votre maison à certaines personnes parce qu'elles appartiennent à certains groupes. Moi, je ne veux pas des barbus. Désolé, Jean, il faut rester dehors. C'est pas Jojo moralement, ça fait pas preuve d'une grande ouverture d'esprit ou ce qu'on veut, mais vous voyez bien que la réaction libérale là-dessus, c'est de dire l'État n'est pas là pour imposer la vertu, d'accord ? Que les gens soient idiots, qui discriminent pour des raisons idiotes, ça ne justifie pas le fait qu'on puisse les contraindre à ne pas le faire. Et donc, certains libéraux généralisent ça aux entrepreneurs en disant, de la même façon que vous avez le droit de choisir qui vient chez vous, vous avez le droit de choisir qui vous embauchez. Et vous pouvez choisir de manière arbitraire. C'est idiot, d'accord, mais il n'est pas légitime pour l'État de vous interdire de faire ça. Alors ça, c'est l'aspect purement déontologiste. Évidemment, vous voyez bien que ça va pas convaincre une grande partie des personnes qui considèrent que les discriminations sont plus importantes que l'absence de contraintes, qui va dire, mais si on a des entrepreneurs qui sont tous des entrepreneurs racistes, on ne va pas laisser faire ça. D'accord ? C'est vrai que ce n'est pas bien l'absence de contraintes, mais si vraiment on interdit l'accès à l'emploi à tout un groupe de personnes, c'est encore pire, et là, ça nécessite une intervention, même si elle est coercitive, elle est légitime. Alors la deuxième partie de la réponse, l'autre jambe de la réponse du libéral ici, ça va consister à dire, oui mais attendez, comme toujours on a notre aspect déontologiste, puis on a notre aspect conséquentialiste. Et puis un grand argument des libéraux ici, le locus classicus pour ça, c'est ce livre de l'économiste Gary Becker, The Economics of Discrimination. Ça consiste à dire, la discrimination, économiquement, c'est pas rentable du tout. Donc si vous ouvrez une entreprise maintenant, et que vous êtes un horrible sexiste, raciste, et vous dites, moi je prends que des hommes blancs, et bien vous vous privez de tout un tas d'opportunités de profit gigantesques. En tant qu'entrepreneur, vous êtes très mauvais. Donc moi, j'ouvre mon atelier de lutherie, où je prends que des hommes blancs. Et puis Lucie, vous ouvrez juste à côté de chez moi un autre atelier de lutherie, où vous dites, ah bah ouais, il prend que des blancs, mais moi, j'ai vu que là, il y a plein d'autres très bons ouvriers sur le marché. Il y a notamment cette jeune asiatique qui a fait une formation fantastique. Il y a de fortes chances qu'à l'arrivée, au niveau de la qualité des violons que produisent mon atelier et que produisent Lucie, au niveau de la profitabilité de nos entreprises respectives, ce soit Lucie qui l'emporte. Donc ce que mettent en avant les libéraux ici, c'est qu'il y a des raisons a priori et a posteriori de penser que le marché va éviter les discriminations. On n'en est pas sûr, mais c'est tellement idiot de discriminer, c'est pas rationnel économiquement, que vous avez intérêt à ne pas le faire. On parle beaucoup de l'écart salariaux, des écarts salariaux entre hommes et femmes et entre différents groupes. L'argument de Becker, c'est de dire, a priori, Becker dit, si vraiment il y avait une différence de 20% entre les salaires des hommes et les salaires des femmes, comme on l'entend parfois, ce serait complètement idiot pour n'importe quel propriétaire d'entreprise de ne pas virer tous les hommes pour recruter plein de femmes. Vous imaginez que vous économisez 20% sur votre masse salariale, c'est gigantesque, d'accord ? Donc, a priori, Becker dit, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Puis après, les études empiriques disent, en fait, quand on regarde dans les détails, qu'on corrige les écarts salariaux, des différences d'expérience, des différences de taux d'emploi, des différences de possibilité de travailler consécutivement plusieurs mois, ça permet de comprendre ces différents écarts salariaux. Encore une fois, tout ça, je vous le présente de manière très rapide, mais c'est pour que vous sentiez l'état d'esprit, je ne sais pas si c'est un état d'esprit, mais le type d'argument que mettent en avant les libéraux face à ces objections-là. Oui. Une question, parce que ça peut aussi être une discrimination par rapport à l'expérience de la personne qui travaille. Et du coup, là, je sais que si on cherche un peu, on peut trouver, mais... Alors, c'est une grande question, mais peut-être c'est une grande question de savoir comment on définit les discriminations. D'accord ? Okay. Mais si vous êtes un employeur et que vous prenez la personne la plus compétente, c'est bizarre de dire que c'est une discrimination, en un sens. Ouais.
Parce que et l'expérience, c'est censé être un indicateur de la compétence. D'accord ? Alors c'est vrai que ça ne veut pas forcément dire que c'est juste, parce que la compétence, on peut dire, ben, c'est bien de la chance que vous ayez la compétence que vous avez. Vous êtes peut-être juste tombé dans la bonne famille, ou vous avez peut-être juste eu le capital génétique qui fait que vous êtes plus compétent que les autres. Mais du point de vue de l'employeur qui vous recrute, ce serait bien idiot de ne pas prendre la personne qui est la plus compétente pour ça. Donc en général, ça, on ne compte pas ça comme une discrimination. Mais même si on ne parle pas de discrimination, enfin, si on dit juste, ben, ouais, il y a un problème parce que les employeurs, ils embauchent que des personnes qualifiées, enfin, qui ont de l'expérience. Mais comment est-ce qu'une personne qui n'a pas déjà d'expérience, elle peut se faire de l'expérience? Ah, alors ça c'est bien. C'est un autre problème, j'y viens dans un instant, c'est ce qu'on appelle le problème des externalités négatives ou des ordres spontanés négatifs. Là, c'est plus un argument, vous voyez que c'est plus un argument sur la discrimination, Non, ici. effectivement, C'est un argument de dire, il va y avoir une conséquence, le fait individuellement, il va y avoir plein de décisions rationnelles, mais collectivement, la conséquence, ça va être que si vous n'avez pas d'expérience, vous ne pouvez pas rentrer sur le marché, parce qu'on recrute que des personnes qui ont de l'expérience. Donc là, c'est pas que c'est une discrimination, mais c'est que ça va produire quelque chose de négatif, j'y viens dans un instant. L'éducation, là encore, un grand problème, une objection importante pour les libéraux. Vous pouvez avoir des parents qui sont trop pauvres pour subvenir à l'éducation de leurs enfants, qui sont des parents qui sont handicapés ou des parents qui sont négligents. Et donc qui ne fournissent pas, et ne sont pas en mesure de fournir, mais peu importe qu'ils soient en mesure ou pas, ils ne le font pas, d'éducation à leurs enfants. Et là, l'intuition, c'est de dire, il faut un système de redistribution coercitive, c'est-à-dire il faut prendre en charge l'éducation des enfants qui sont nés dans des familles qui ne peuvent pourvoir à leur éducation. Et si vous avez un système de redistribution, ben donc vous avez forcément une contrainte. Il faut aller prendre de l'argent à tout le monde pour payer l'éducation de ces enfants. Alors il y a deux grandes réponses libérales alternatives ici. Vous avez une réponse libérale qu'on entend moins aujourd'hui, mais qui était très... qui était plus mise en avant chez les premiers libéraux, Adam Smith, Bastiat, etc., qui consiste, à l'époque où il n'y avait pas encore d'État-providence, hein, aujourd'hui on est habitué à des systèmes de redistribution étatique, à l'époque ça n'existait pas, qui consiste à insister sur l'importance de la charité. Okay, de dire que ce n'est pas la redistribution obligatoire qui doit prendre ça en compte, c'est tout un tas d'institutions de solidarité spontanée qui sont mises en place par la société civile, que ce soit des orphelinats privés, des écoles prises en charge, financées par un certain nombre de dons, etc. Donc ça peut être une partie de la réponse. Souvent, ce que vous entendez aujourd'hui de la part des libéraux, c'est de dire, c'est vrai, on accepte ici qu'il y a nécessité de faire une entorse au principe de non-interférence. Donc, c'est légitime pour financer ces enfants-là, l'éducation de ces enfants-là, d'aller prendre de l'argent à Cyril pour, et à nous tous, pas que à Cyril, pour financer l'éducation de ces enfants. Mais attention, n'allons pas trop loin, ça ne veut pas dire, et le libéral va insister là-dessus, que c'est à l'État de définir le contenu de l'éducation. Typiquement, les libéraux vont dire en matière d'éducation, ils mettent, ça c'est une idée je ne sais pas qui est le premier qui a eu cette idée, mais je pense que ça date de la seconde moitié du XXe siècle, de dire ce que doit faire l'État, c'est fournir des chèques éducation aux individus. Donc vous prélèvez de l'argent, et puis ils donnent à Charlotte, à Jean, un chèque éducation pour leurs enfants, en disant avec ça, vous pouvez inscrire votre enfant dans l'école que vous voulez. Mais ce n'est pas nous, l'État, qui disons c'est ainsi que vous éduquez vos enfants. Souvenez-vous que pour le libéral, une des grandes craintes, c'est le paternalisme de l'État qui vous impose des conceptions du bien. Donc si vous avez un chèque éducation, ben pour vos enfants, vous avez de quoi, vous pouvez inscrire vos enfants où vous voulez, vous avez effectivement contraint les autres. En un sens, la charge de l'éducation de vos enfants est prise en charge par les autres, mais au moins l'État ne va pas plus loin que ça, il n'ajoute pas à cette contrainte dans le prélèvement, la contrainte qui consiste à décider du contenu de l'éducation. Ça, c'est un point qui est bien dit par John Stuart Mill dans la citation ici, que je passe, mais vous l'aurez dit clairement. On n'est pas pour une éducation d'État, l'État décide le contenu, mais néanmoins, si l'État fournit les moyens d'éduquer et laisse aux parents le libre choix de l'éducation, ça, c'est acceptable. Je vais passer cette objection là pour revenir à deux dernières. Non, j'en ai trois encore. Les biens publics, on en reparlera un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est qu'un bien public ? C'est un type de bien
qu'on appelle non rival et non excluable. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bien non rival, c'est un bien dont la consommation par les uns, au pluriel, en laisse autant pour les autres. Donc si on a un gâteau ici, le fait que je consomme du gâteau, ça en laisse moins pour Jean. Mais le fait que je regarde les Alpes, le paysage ici, c'est un bien non rival dans ce sens-là. Le fait que je regarde les Alpes, ça ne fait pas que Jean ne peut plus les voir. Enfin, sauf si je me mets devant Jean et que je l'empêche de les regarder. Mais en principe, le fait que vous bénéficiez d'un beau paysage comme ça n'en laisse pas moins aux autres. Et puis vous avez des biens qui sont non excluables. Le fait que vous en profitiez ne peut pas empêcher les autres d'en profiter. Ces biens-là, je vous ai mis un certain nombre d'exemples ici, un phare en mer ou sur le bord du lac, un bouclier antimissile ou la protection contre les maladies infectieuses. Donc typiquement le fait que vous ayez des règlements comme vaccination obligatoire pour protéger de certaines épidémies. Ces choses-là, ce sont des biens qui sont non rivaux et qui sont non excluables. Le fait qu'il y ait un phare en mer, c'est utile à tout le monde. Le fait que j'en bénéficie, ça n'empêche pas Jean d'en bénéficier. Et le fait que j'en bénéficie, vous ne pouvez pas... Ça, c'est la raison pour laquelle c'est un non-rival. Et c'est non excluable parce que vous ne pouvez pas m'empêcher d'en bénéficier. D'accord ? Si je suis sur le lac, vous ne pouvez pas dire hey, Olivier, toi, tu ne regardes pas le phare. Non, une fois qu'il est là, le phare, tout le monde peut le voir. Alors, pourquoi c'est un problème pour le libéral ? Bien parce que le libéral voudrait que les biens soient produits par le marché. Et si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez faire du bénéfice en produisant des phares, bonne chance, parce que comment vous allez les faire payer vos phares ? Si je dis à Jean, toi tu fais du bateau, tu payes mon phare, Cyril va dire, de toute façon merci Jean, il a payé le phare, moi je peux l'utiliser aussi maintenant que Jean l'a fait, puis évidemment Jean ne va pas vouloir le payer. Du coup, à partir du moment où il est là, vous ne pouvez pas limiter l'accès au phare seulement à certaines personnes. Pareil pour la défense nationale, typiquement, là j'ai mis le bouclier antimissile, mais c'est pareil pour la défense nationale. Si une fois que vous avez financé l'armée, l'armée elle défend toutes les personnes qui sont sur un territoire. Elle ne va pas défendre que Arnaud et puis laisser les autres sous les bombes. Donc ça veut dire que du point de vue d'une économie de marché, c'est des biens qui sont très durs à vendre et à assurer parce que vous ne pouvez pas assurer le bénéfice du bien ou du service uniquement aux personnes qui payent pour ce bien ou pour ce service. Donc le marché n'a aucun intérêt à produire ce type de bien. Donc ça, c'est une grande objection au libéralisme. Je n'ai pas discuté de réponse ici, il y en a quelques-unes, mais elles sont souvent moins convaincantes sur ces biens-là, à mes yeux en tout cas. Et puis j'en viens maintenant, avant-dernière objection, à l'objection que faisait Jean à l'instant. Je vous ai dit, donc Jean, quand il parlait de, votre exemple, c'était l'expérience sur le marché. Au bout d'un moment, si tout le monde veut de l'expérience, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas d'expérience ne trouvent pas d'emploi. Alors vous avez un certain nombre d'ordres spontanés qui sont négatifs. Je vous ai dit en présentant le libéralisme, les libéraux mettent en avant la main invisible, les ordres spontanés, le sentier de Hayek, en disant mais regardez, quand on laisse les gens agir tout seuls, souvent ça aboutit à de bons résultats. Souvent oui, mais pas toujours. Qu'est-ce qui se passe quand ça aboutit à de mauvais résultats ? Et ça, c'est la source d'un autre type d'objection au libéralisme, et en particulier au libéralisme économique, qui consiste à dire qu'est-ce que vous faites lorsqu'on laisse des agents agir, ça aboutit à des ordres spontanés négatifs. Alors il y a deux types au moins d'ordres spontanés ici. Les premiers posent au moins en théorie moins de problèmes aux libéraux. Ça consiste à dire, regardez, on laisse faire le marché, puis ça aboutit à du chômage, à de l'inflation, à des pénuries de logements, etc. Alors là, il y a une réponse libérale, enfin, type de réponse libérale standard, qui est de dire, oui, mais si ça fait ça, d'après notre théorie, et là il y a différentes versions de la théorie, mais qui expliquent ça, c'est en fait parce qu'il y a eu une intervention de l'État qui a faussé le jeu. Donc s'il n'y avait pas d'intervention de l'État, il n'y aurait pas de chômage, il n'y aurait pas d'inflation. Un grand classique des libéraux, ça consiste à dire que si on connaît de l'inflation, c'est parce qu'il y a de la création monétaire, que les banques centrales créent de l'argent, ce qu'elles font aujourd'hui à un rythme effréné qu'elles n'ont jamais fait jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle les politiques non conventionnelles. Pour les libéraux, c'est ça qui génère de l'inflation. Vous augmentez la masse monétaire, donc ça génère de l'inflation. La raison pour laquelle il y a des pénuries de logements, c'est que vous avez encadré les loyers, donc vous avez empêché les prix du loyer de monter, donc vous avez diminué l'incitation pour les producteurs de logements de produire des logements, etc., etc. Alors, ils ont une réponse, en tout cas en principe, pour ça.
Il y a un autre type d'externalité qui est plus problématique, dont on parlait la dernière fois, et qui je pense qui correspond à ce que Jean avait en tête. Je vous donnais l'exemple de la foule qui descend du métro, tout le monde s'engouffre, ça crée un bouchon. Le bouchon entre Lausanne et Genève. La pollution atmosphérique, que ce soit de toute la planète, tout simplement la pollution du lac de Neuchâtel, de telle ou telle rivière. Les épidémies, la destruction des paysages, si chacun construit sa maison, donc on construit tous les uns à côté des autres. Moi je fais un joli petit chalet savoyard, Jean qui a très mauvais goût construit un truc complètement kitsch façon Blanche-Neige. Charlotte dit juste à côté dans son lotissement, elle fait plutôt un truc rouge à la suédoise. Donc tout ça, ça fait un lotissement absolument terrible, il n'y a aucune unité, et en plus c'est pile devant, c'est pile à côté du lac, donc c'est moche en soi, c'est à côté du lac, on s'est tous approprié une partie de la rive, donc plus personne ne peut accéder au lac, enfin simplement nous trois, mais vous ne pouvez plus. Et donc si on laisse faire le marché, vous avez beaucoup d'impacts qui sont négatifs, aussi bien sur l'environnement, en termes de pollution de l'environnement, l'équilibre de l'environnement, mais aussi sur l'esthétique de l'environnement. Si vous avez déjà été aux chutes du Niagara, entre les États-Unis et le Canada, c'est à vous décourager du capitalisme effréné, comme on dit, parce que vous avez ce site naturel qui est magnifique, puis vous avez tous les hôtels qui se tirent la bourre pour pouvoir avoir la vue sur les chutes du Niagara, donc l'espace vert autour est réduit à peau de chagrin, et puis des immeubles de plus en plus grands, et puis il y a même une grande avancée en béton pour s'avancer devant les chutes du Niagara. Tout a été complètement ruiné par le fait que, alors on a envie de se dire, enfin, nous autres qui aimons, j'imagine, l'environnement préservé, si on avait juste fait un grand cercle en disant on va pas venir construire trop près, on va préserver cet endroit, en faire une zone naturelle, ça aurait sans doute été moins dommageable, au moins pour l'esthétique du lieu. Donc vous voyez le type d'objection qu'on peut faire, courante au libéralisme ici. Alors il y a différentes réponses des libéraux, vous imaginez bien. Une réponse que j'ai mentionnée la dernière fois, c'est de dire il faut mieux définir les droits de propriété. Si vous aviez donné les chutes du Niagara à Lucas, Lucas il les aurait protégées, les chutes du Niagara, parce qu'il serait dit non, elles sont à moi, je ne veux pas laisser construire tout le monde. Sûr, il aurait fait ça bien. Mais pas sûr en même temps. Qui sait, si jamais il est à Proguin et puis qu'il se dit je vais essayer d'en tirer un maximum à très court terme, on peut aussi ruiner son bien, c'est-à-dire en voulant gagner très vite. À long terme, il l'aurait peut-être regretté, mais à court terme, qui correspond souvent à notre durée de vie à nous, individus, on peut aussi évidemment faire des erreurs. Il y a un autre argument libéral qu'il faut garder en tête qui va être important pour les discussions qu'on va avoir par la suite. Je vais enfin passer à mon problème de légitimité de l'État, qui consiste à répondre pour le libéral, on accepte que le marché peut conduire à de mauvaises conséquences, c'est vrai, mais criez pas victoire trop vite, vous autres étatistes, parce que ce qu'il vous faut montrer encore, c'est que l'État peut faire mieux que le marché. Il ne suffit pas de dire que le marché ne marche pas, il faut encore montrer que les décisions centralisées, planifiées, peuvent faire mieux. Et c'est là où les libéraux sont parfois sceptiques, disent, mais en fait, et ils donnent des exemples dans l'autre sens d'échecs terribles d'intervention de l'État, en disant, vous voyez, ça ne marche pas toujours mieux, il y a aussi des paysages ruinés par des interventions étatiques. Bien, c'est la dernière objection. Pardon pour ce truc un peu marathon. Après, on passe à quelque chose où on aura plus l'occasion d'échanger et de réfléchir. La dernière objection, qui est plutôt une famille d'objections qu'on a déjà rencontrées en parlant du marxisme, ça consiste à insister non plus sur les conséquences économiques du libéralisme ou les problèmes de discrimination, de dommages à l'environnement, etc., mais sur les conséquences culturelles, sociales ou psychologiques du libéralisme. C'est une famille d'objections qui est intéressante, parce que ils se retrouvent à faire ces objections au libéralisme, aussi bien des marxistes que des conservateurs. Vous vous souvenez dans le triangle de Hayek, on a trois grandes idéologies politiques, et les conservateurs, comme les marxistes, souvent se rejoignent et disent des choses extrêmement similaires là-dessus. Donc on a vu avec Marx, mais Scheller dit la même chose, et pourtant Dieu sait si Scheller est un conservateur et pas un marxiste, la théorie de l'aliénation. Le marché nous aliène à notre production, mais plus fondamentalement, il nous aliène de nous-mêmes, à savoir de notre excellence, de ce à quoi on devrait aspirer en tant qu'être humain, en faisant juste de nous des capitalistes à pro gain qui poursuivons de manière obsessionnelle
la possession de davantage d'argent. Autre objection qui n'est pas toujours distinguée de la précédente, c'est l'idée que le marché crée des besoins qui sont des faux besoins. On n'arrête pas de... C'est pas simplement qu'il satisfait des préférences qui existaient, donc il faut nourrir tout le monde, ça c'était l'intuition initiale, le désir initial des libéraux, d'Adam Smith, on l'a vu. Mais une fois qu'on a nourri tout le monde, qu'on a donné de l'éducation à tout le monde, que le marché pourvoit aux besoins de logement, etc., mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'achète tout un tas de trucs absolument inutiles, le dernier téléphone, des bijoux qui servent à rien, des gadgets, des drones pour aller prendre en photo le lac d'en haut, etc. Donc tout ça, ça crée pour pour cette objection libéraliste des faux besoins et une tendance à développer une attitude qu'on appelle parfois matérialiste, de vouloir posséder des choses qui ne sont pas propres à l'épanouissement de notre humanité. Et puis enfin, il y a les effets négatifs sociaux du marché, également mis en avant par Marx, et là encore les libéraux en remettent une couche, les conservateurs en remettent une couche, en disant que le marché fait de nous des personnes individualistes et où on perd les liens sociaux. On est chacun encouragé par la mentalité qui va de pair avec le développement du marché à poursuivre notre seul intérêt et on perd le sens de la collectivité. Okay. Bien, là encore il y a des réponses libérales, mais je ne vous les présente pas ici. Ouf, j'ai fini pour les objections au libéralisme. Encore une fois, je pensais que ça irait plus vite. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? J'en ai peut-être laissé de côté, j'ai essayé de balayer les principales, mais est-ce que peut-être vous en avez d'autres? Est-ce que vous avez des réponses aux objections existantes? Oui. Non, plutôt sur l'objection 3, ce qui est produit à l'État. Ouais. Là, parmi les exemples, vous avez cité la police et les tribunaux. Et justement, par rapport à la réponse qu'ils ont le libéral, j'ai de la peine à comprendre si c'est une réponse vraiment libérale ou si c'est une réponse anarcho-capitaliste. Et là, je comprends que le raisonnement, c'est de dire, moi je l'ai payé une fois, et du coup, si je continue à payer, ça ne marche pas. Je ne pas faire ça. Mais de toute façon, là, la police et le tribunal, pour ça que j'ai compris, le libéral à la mode Locke, il veut ces services-là. Et ils sont difficiles, prétendent de les payer qu'une fois. Donc dans libéraux, on a mis à la fois les libéraux à la mode Locke, comme vous avez dit, ce qu'on appelle les libéraux classiques, et les anarcho-capitalistes, okay, ceux qui disent qu'il ne faut pas du tout, qu'il ne faut pas d'État du tout. Donc autrement dit, on a mis aussi bien ceux qui pensent qu'il faut un État minimal, qui s'occupe simplement des fonctions régaliennes, l'ordre, la justice, l'armée, protection des frontières, et ceux qui pensent qu'il ne faut pas d'État du tout. Okay. Donc effectivement, pour un libéral classique ici, le libéral classique va dire oui, il faut financer la police, et donc il faut accepter un degré de contrainte ici pour financer la police. Okay. Mais ça se justifie parce que c'est un besoin, un droit naturel de base, la sécurité, qui fait que, fondamental, pas de base, pardon, fuir cette expression comme la peste de base, droit naturel fondamental, qui doit être assuré, et donc ça justifie une entorse à un autre droit fondamental, celui de ne pas être contraint. Alors, même le libéral classique qui accepte la police n'a pas envie de la payer une deuxième fois, d'accord? Il l'a payée une première fois, il ne va pas dire maintenant, si quand il produit n'importe quoi, son violon dans mon exemple, si l'État refrappe une deuxième fois à la porte et dit « Hey, t'en as bien profité de la sécurité maintenant pour produire ton violon, ben, tu me redonnes », le libéral classique va dire « non, on a déjà payé la police, je ne vais pas le payer deux fois, une fois sur les impôts généraux et une autre fois sur les impôts sur ma production. » D'accord? Vous froncez des sourcils, vous... Je n'ai pas compris la différence entre les impôts sur la production et... Vous avez fait une différence entre... Ouais. Donc, dans l'exemple ici, on fait l'hypothèse qu'on part d'une situation où la police est déjà financée. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous avez déjà payé pour la police. Soit parce qu'on a prélevé dans votre production précédente, soit parce que vous avez donné une partie de votre richesse, peu importe comment vous avez payé pour la police, mais vous avez déjà payé. La police, elle est là, les policiers sont là. Vous avez payé une première fois. Okay ? Maintenant, la police, elle est en place. Dans le contexte qui est offert par la police, vous produisez quelque chose, des violons dans l'exemple. Et là, l'État refrappe à votre porte et dit « Et si je n'avais pas été là, on vous aurait piqué les violons, donc il faut me payer pour la police que vous avez déjà payé. Okay » Ça, c'est la réponse libérale que je mettais en avant ici, en disant « Mais vous n'allez pas payer deux fois.
Parce que... C'est pas un peu naïf, c'est là, on va dire, je ne peux pas payer qu'une fois la police. Au moins, comment on va se financer la police soi-même? Mais parce qu'il faut bien distinguer, vous avez déjà payé pour la production dont vous avez bénéficié jusqu'ici. Il faut encore payer pour la production dont vous allez bénéficier à l'avenir. Évidemment, le policier, il a aussi besoin d'être payé chaque mois. Donc, c'est pas que vous avez payé une fois, puis vous pouvez dire, ah, c'est bon, j'ai déjà fait. Mais l'objection demeure, c'est-à-dire l'objection consiste à dire, vous ne pouvez pas demander ex ante aux individus de payer pour les services de l'État, en disant, vous allez avoir besoin de police, vous payez pour un mois de police, disons, on va faire comme ça, et puis après coup, l'État revient vers vous, puis dit, ben, vous en avez bien profité de ce mois de police. Grâce à ça, vous avez pu produire et vendre des violons, donc il faut nous repayer. Et là, c'est là où vous dites, j'ai déjà payé pour ce mois-là. Okay, je veux bien payer le policier pour le mois suivant, mais pas pour le mois dont j'ai bénéficié. Ça va mieux comme ça? Oui. Oui, mais non. Ils sont très peu pratiques pour penser comme ça. J'arrive pas vraiment à mettre cette objection, à le contraire. Mais bon. C'est pourtant, je pense que là-dessus, c'est assez concret comme objection. Ça veut... L'idée générale qu'on ne paye pas 2 fois pour un service, elle est assez concrète. Vous la rencontrez. Ce type d'argument-là, vous le rencontrez tout le temps dans les débats politiques, typiquement. Justement, j'ai la peine à trouver un service que je paye qu'une fois. Mais c'est pour ça que j'ai dit. Alors, vous payez un mois. Soi-même et c'est par le futur. J'ai la peine à trouver un service qui peut marcher, que je le paye qu'une fois. Oui, mais vous payez. Alors, on est en avril 2024, ok. Vous payez la police pour mai 2024, ok. En mai 2024, vous allez payer la police pour juin 2024, ok. Vous payez en avance. Okay. Maintenant, fin mai 2024, l'État arrive chez vous, il frappe à la porte. Bonjour Giacomo, je viens chercher l'argent pour la police. Alors vous me devez l'argent pour juin 2024, ok. Vous avez payé déjà la police pour mai 2024, mais on a marqué que vous avez produit des violons, donc vous en avez bien profité de ce que vous aviez payé. Donc vous me redonnez un petit complément pour mai 2024 parce que vous avez beaucoup profité de la police en mai 2024. Et c'est là où le libéral dit, mais c'est pas juste, j'ai déjà payé mai 2024. Si j'ai payé, j'avais le droit d'en bénéficier. En plus, vous m'avez forcé à le payer, ça c'est l'autre élément de la réponse. Moi, je n'aurais pas forcément choisi, mais maintenant vous m'avez forcé à le payer. J'utilise la chose en question et vous me dites, puisque vous l'utilisez, vous me devez encore plus. Ça va mieux comme ça? Ok, oui, je vois maintenant. Bien. Autre question? Oui. J'ai juste un exemple par rapport à la discrimination. Ouais. Je suis d'origine tessinoise, donc je suis sensible par rapport à ça. Ce qui se passe au Tessin, c'est que ça vient de sortir, les salaires, ils ont le salaire moyen est de 1200 francs plus bas que le salaire moyen dans le reste de la Suisse. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une ouverture des frontières, donc il y a un bassin de population qui vient de la Lombardie qui est très grand, et il y a beaucoup d'employés hautement qualifiés qui vont travailler dans les banques, par exemple, qui sortent de l'université et qui sont surdiplômés et qui vont se contenter de travailler comme guichetier à la banque alors qu'ils ont un diplôme universitaire et parce que le salaire moyen suisse il est nettement plus haut que le salaire moyen en Italie, même pour un lauréat. Du coup, les jeunes Tessinois ne trouvent pas d'emploi au Tessin et en fin de compte, on se décharge sur l'État pour qu'il s'occupe de ces gens. Donc, ces jeunes gens, ou bien ils déménagent, ils viennent habiter en Suisse alémanique ou je ne sais pas quoi, ou bien ils sont au chômage. Et là, on se décharge totalement, on prétend ne pas avoir d'État et laisser faire le marché
le marché de l'emploi, ça va se régler tout seul, mais en réalité, on s'appuie sur l'État. Parce que s'il Alors, il y a deux choses, des... pardon, je vous interromps parce qu'il faut que je pense que votre question est très claire. Donc, il y a deux choses en réponse. Il y a comment on prend en charge ceux qui sont lésés par cette situation-là, le chômage. Et là, ça revient, typiquement, c'est un débat assez proche de l'éducation, c'est-à-dire comment on prend en charge la pauvreté, l'absence d'emploi, est-ce que ça doit être public, est-ce que ça doit être privé? Si c'est public, est-ce qu'il faut une aide façon la grand-mère qui sort de la messe et qui donne à la personne qui mendie plutôt un sandwich qu'une pièce parce qu'elle ne veut pas qu'il aille s'acheter de l'alcool. Donc là, le libéral, ça l'énerve, il dit vous êtes paternaliste, laissez-les donner de l'argent, mais dirigez pas le... Donc ça, c'est à peu près la même chose que pour l'éducation que j'ai mentionné. Maintenant, l'autre enjeu ici, qui est très important sur ces questions-là, c'est quelle est la place des frontières dans la pensée libérale. D'accord ? Si vous avez des frontières fermées et que vous assurez un marché au sein de ces frontières-là, vous n'avez pas le problème que vous avez là. Donc la Suisse pourrait dire, nous, on prend personne de Lombardie. Il y a un phénomène de moins grande ampleur, mais comparable autour de Genève. Pression à la baisse parce que les pays limitrophes, les personnes qui habitent dans les pays limitrophes sont prêtes à accepter des salaires plus bas. Donc une solution, c'est de fermer les frontières. Mais vous imaginez bien que pour un libéral, fermer les frontières, c'est pas complètement naturel. Les libéraux, ils sont très embarrassés, et ça me permet de faire le pont, et ça me permettra de conclure avant la pause, de faire le lien avec l'anarcho-capitalisme. Dans la pensée libérale, la notion de frontière, elle tombe comme un cheveu sur la soupe. Elle arrive de nulle part. Pourquoi ? Parce que ce que pensent les libéraux, c'est que la liberté, toutes les libertés, va arriver à produire plus de richesse. D'accord ? Donc il n'y a aucune raison, eux, ils pensent que c'est une discrimination d'interdire au jeune homme qui vient de Lombardie de rentrer en Suisse, parce que pour lui, c'est une opportunité de travailler là. Pour l'employeur en Suisse, il est très content, c'est un échange qui bénéficie aux deux personnes ici. Donc le libéral pense que ce serait une discrimination d'interdire ça. Donc les frontières, en tout cas pour un certain nombre de libéraux, c'est vraiment une relique du passé. Il faudrait se débarrasser des frontières. Si vous lisez Hayek, il pense qu'il y aura une grande société ouverte sans frontières. Et beaucoup d'anarcho-capitalistes vont dans ce sens-là. Okay ? Si vous avez des libéraux classiques, ils veulent maintenir un État malgré tout. Parce qu'évidemment, si vous avez une police, vous n'allez pas avoir une police mondiale. Donc il faut maintenir des frontières. Mais c'est difficile, si vous n'avez pas d'autres justifications des frontières, de défendre ces frontières-là. Donc il y a une tension chez le libéral. Souvent, les anarcho-capitalistes disent aux libéraux classiques, au fond, vous avez gardé du conservatisme en vous. Et je pense que c'est juste. La défense des frontières, c'est juste de dire on est dans des pays, on a hérité d'un certain nombre de situations de contingence historique dans lesquelles il y a des frontières qui sont une des conditions pour que ça marche à peu près bien. Et si on les ouvre trop ou trop vite, ça crée ce genre de perturbations sur le marché qui sont dommageables à un certain nombre de personnes, en l'occurrence les jeunes Suisses ici. Alors, grand problème, je ne peux pas vous donner, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ça permet de mettre le doigt sur l'ambivalence du libéralisme par rapport aux frontières. Le libéral classique les accepte officiellement, mais ça ne découle pas naturellement de sa théorie. L'anarcho-capitaliste s'en débarrasse totalement, mais ça le rend un petit peu inquiétant tout de suite, parce qu'on se dit, les frontières, si ça saute, il y a tout un tas de choses pour lesquelles on tient aux frontières, et qui ne sont pas de justification libérale. Bien, et bien c'était censé durer 20 minutes, ça nous en a fait 45. On fait une petite pause et on reprend à 17.
Oui, ça peut pas faire une cravate. Ils ne l'ont pas suivi. Un peu lent. C'est comme écrire un mouvement. Ouais, on appelle ça une cloche, je sais pas. Quelques mouvements. Alors, on passe maintenant à un problème qui est souvent considéré comme central, peut-être juste en philosophie politique, qui est le problème de l'autorité politique. Moi, je vous ai parlé des idéologies politiques. Comme je vous disais, on en parle peu on en parle parfois dans les manuels de philosophie politique, mais assez peu. Moi, ça me semble être quelque chose d'important parce que ça aide à comprendre ensuite un certain nombre de prises de position sur les deux grands problèmes qu'on va voir maintenant. Et puis par ailleurs, ça fait partie des choses qui structurent le débat politique et qui nous permet de raccrocher la philosophie politique au débat politique qu'on connaît au quotidien quand il y a des votations ou pour des questions politiques plus générales. Alors on passe maintenant à un problème qui lui est très discuté en philosophie politique, c'est le problème de la légitimité de l'État, pour le dire en deux mots. Et pour introduire à ce problème, j'ai mis quelques références là, mais on va envisager un certain nombre de personnes. On commence par Marie, l'écologiste. Donc Marie, c'est une militante écologiste. Elle est convaincue que seules les énergies renouvelables sauveront la planète. Elle a récupéré le numéro de votre carte de crédit, et puis chaque mois, elle prélève une partie de vos revenus sur votre carte de crédit pour la virer aux entreprises qui construisent des éoliennes. Ça, c'est Marie. On a Kevin, supporter. Il adore le foot. Il est convaincu que son village, comme son équipe, mérite un nouveau stade. Et pendant près de 3 ans, il vole près de 2 millions de francs à ses concitoyens, de diverses manières. Et il fait construire un nouveau stade de foot. Alors si ça vous énerve, parce que vous trouvez que le foot c'est vulgaire, sachez qu'il y a Pétunia, qui est une esthète qui fait à peu près la même chose, mais à la place, elle fait construire un musée d'art contemporain. Okay. Elle vous prend de l'argent pour construire ça. Cornelia maintenant. Cornelia, c'est une protectionniste. Elle est convaincue qu'il faut acheter des fruits et légumes suisses. Et un jour, vous allez au marché, elle vous surprend en train d'acheter des gariguettes, des petites fraises du sud de la France, qui sont très bonnes. Je ne saurais pas dire ça à Pétunia. À Cornelia, pardon.
elle vous menace avec son couteau suisse, évidemment, et elle vous dit qu'elle vous laissera acheter ces fraises qu'à condition que vous versiez 20% de leur prix à l'association des paysans suisses. Donc tu achètes des variegates, mais à condition 20%, tu le verses à notre association. Paul, qui est anthroposophe. Alors lui, il est strictement opposé aux herbicides. Un matin, il descend à la droguerie Schneider à Neuchâtel, il braque son pistolet sur la tempe du vendeur et il lui dit « Dorénavant, interdiction absolue de vendre du glyphosate. Okay. » Pas question. On a Max le justicier. Alors lui, il constate qu'il y a une augmentation des agressions sexuelles, il pense que c'est dû à la présence de jeunes immigrés, et il décide d'organiser des expéditions punitives avec ses amis neuchâtelois. Il y a eu un fait divers similaire il y a quelques années, dont je m'étais inspiré pour écrire ça à l'époque. Et puis un soir, Max, il frappe à votre porte, puis il vous dit « Hey, vous avez vu, on a bien travaillé, il n'y a plus d'agression sexuelle. Et ben ça, c'est grâce à nous, mais c'est du boulot. Okay, donc vous nous devez 100 francs parce qu'on a quand même assuré la sécurité du voisinage. » Il y a Louise. On est en janvier 2020, c'est le début de l'épidémie de Covid. Et vous vous apprêtez à sortir chez vous, elle fait rempart de son corps et dit non, non, il y a l'épidémie qui arrive, la seule façon de l'arrêter, c'est de tous porter un masque. Je ne vous laisse pas sortir tant que vous n'avez pas de masque. Okay. J'ai bientôt fini. Robert, le militaire. Robert, lui, pense qu'il est convaincu que le village voisin, la Chaux-de-Fonds, prépare une attaque contre Neuchâtel. Et puis donc, il construit un mur tout autour de Neuchâtel. Il organise des expéditions d'espionnage et de sabotage à la Chaux-de-Fonds. Et puis, il frappe à votre porte et il vous dit il faut vraiment défendre Neuchâtel maintenant. Voilà un fusil, il faut être prêt à vous mobiliser. Entraînement ce soir à 18h pour la défense de Neuchâtel. Bien. Quel est le rapport avec le Schmilblick? Peut-être vous l'avez senti, le rapport avec le Schmilblick. Le rapport avec le Schmilblick, c'est que tous ces individus font des choses qui ressemblent à ce que font certains gouvernements. Ils se comportent comme des petits gouvernements rudimentaires. Ils exercent sur nous certaines contraintes. Marie, elle collecte des contributions non volontaires pour financer des activités qui relèvent du bien commun, la sauvegarde de la nature. Kevin, il collecte des contributions non volontaires. Kevin, c'est le supporter de foot, pour financer des associations sportives. Cornelia, elle prélève des contributions non volontaires sur les produits agricoles importés, sur les fraises gariguettes que vous voulez acheter. Paul, il interdit, qui va à la droguerie Schneider, il interdit la vente de produits qui sont supposés polluants. Max, il prélève des contributions non volontaires pour financer des opérations de maintien de l'ordre. Marc, c'est le justicier qui va faire l'ordre dans le quartier. Louise, elle interdit des comportements supposément dangereux pour la santé en vous imposant de porter le masque. Et Robert, il vous contraint à prendre les armes pour défendre Neuchâtel. J'espère qu'il est clair pour vous que ce que font tous ces gens, que vous soyez ou non d'accord avec le but qu'ils poursuivent, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes d'accord avec leurs idéaux, ça ne vous donne pas le droit d'aller forcer les autres à poursuivre vos idéaux. Le problème de l'autorité politique, ça consiste à dire comment ça se fait quand c'est Marie, Kevin, Cornelia, Paul, Max, Louise et Robert, on s'insurge, on dit c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça. Mais quand c'est l'État, on suppose qu'il y a quelque chose de légitime quand l'État fait ça. Quand l'État fait des actions qui sont très proches de ça. Pourquoi est-ce que l'État est légitime à contraindre alors que les individus ne peuvent pas le faire? Ça, c'est le problème général de l'autorité politique. Alors, pour bien voir le problème, on a besoin d'introduire un certain nombre de définitions. Qu'est-ce qu'on appelle l'autorité politique ici? On peut avoir juste une définition descriptive ou de facto qui consiste à dire qu'une personne a de l'autorité sur une autre quand elle a le pouvoir de la contraindre. Moi, je suis plus fort que Jean, donc je peux le menacer et lui dire va m'acheter un café, sinon tu t'en prends une dans la figure. Et il va le faire. Okay. Ça, c'est du pouvoir, c'est de l'autorité. Mais l'autorité politique qui nous intéresse, c'est une autorité politique qu'on appelle de iure, une autorité politique légitime.
c'est pas légitime pour moi de faire ça avec Jean. Hein. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ont un pouvoir légitime sur d'autres. Et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'autorité politique ? Qu'est-ce que c'est que le problème de l'autorité politique ? C'est le problème de savoir comment l'autorité politique, de facto, elle peut devenir une autorité politique déjurée. Comment ça se fait que l'État, on est d'accord sur le fait qu'il a le pouvoir de nous contraindre, mais en quoi est-ce que c'est légitime qu'il le fasse ? Donc nous, dorénavant, quand on parlera d'autorité, il y a un petit peu des micro-débats en philosophe sur ce qu'il faut appeler autorité dans un des deux sens. Nous, quand on parlera de l'autorité ici, on parlera d'autorité légitime. Donc dorénavant, quand on dit que l'État a une autorité, on ne dit pas simplement qu'il a un pouvoir de nous contraindre, on dit qu'il a un pouvoir légitime de nous contraindre. Donc l'autorité politique, dans ce sens-là, c'est une relation entre l'État et ses citoyens, que vous pouvez considérer soit du point de vue de l'État, soit du point de vue des citoyens. Du point de vue de l'État ou du gouvernement, l'autorité politique, ça veut dire que l'État a le droit de faire respecter les lois existantes. Il a le droit. Okay. Et il a la capacité juridique d'introduire de nouvelles lois qui sont des contraintes pour nous. L'État peut dire maintenant, dorénavant, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Et puis, la propriété symétrique de ça, c'est que du point de vue des citoyens, puisque l'État a le droit de le faire, nous, on a le devoir d'obéir à ça. Si l'État interdit dorénavant de fumer dans les lieux publics, nous, on a le devoir de ne pas fumer dans les lieux publics. C'est pas juste qu'on est forcé de ne pas le faire, d'accord ? C'est juste que si l'État est légitime, si on a défini l'autorité comme quelque chose d'intrinsèquement, essentiellement légitime, c'est pas juste qu'on ne peut pas le faire, c'est juste qu'on a le devoir de ne pas le faire, d'accord ? C'est une obligation pour nous, et pas juste une impossibilité de fumer dans les lieux publics. De ne pas fumer, pardon, dans les lieux publics. Autrement dit, quand on parle du problème de l'autorité politique, vous avez deux versants de la même médaille. Vous pouvez dire pourquoi le gouvernement a de l'autorité sur ses citoyens. Du point de vue du gouvernement, pourquoi le gouvernement a le droit d'agir de manière coercitive à l'égard des citoyens. Ou du point de vue des citoyens, pourquoi les citoyens ont le devoir d'obéir aux lois édictées par le gouvernement. Bien. Donc, pour bien comprendre maintenant ce problème, il nous reste deux choses à définir. On veut comprendre ce que c'est que la coercition, qu'est-ce que c'est que pour le gouvernement de contraindre les citoyens, et on veut comprendre idéalement ce que c'est que l'État ou le gouvernement. Deux grandes questions, on va donner des réponses qui ne seront pas entièrement satisfaisantes, mais qui au moins suffiront à avancer dans le problème. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la coercition ? Humer, un philosophe contemporain qui a écrit un livre sur le sujet, propose la définition suivante. Vous contraignez quelqu'un quand vous faites usage de force physique ou que vous menacez de faire usage de force physique afin de contraindre cette personne à accomplir une action désirée. Ça, c'est contraindre quelqu'un. Donc si je dis à Jean, si tu ne vas pas me chercher un café, je te tape, je contrains Jean. Ainsi définie, la coercition, je passe sur le premier point, ainsi définie, je vais au deuxième, la coercition, c'est une forme de violence physique, mais toute violence physique n'est pas une coercition. Si je fais un crime passionnel, je tue l'amant de la personne que j'aime, ça, c'est pas de la coercition parce que j'ai effectivement fait usage de violence, et la pire des violences, j'ai tué quelqu'un, mais j'ai pas tué quelqu'un dans le but que cette personne fasse quelque chose. C'est une assez mauvaise idée de tuer quelqu'un si vous voulez lui faire quelque chose en général. Donc ça, c'est pas de la coercition selon cette définition-là. Alors, nous on va retenir cette définition-là de la contrainte, et ça doit faire écho au principe de non-agression qu'on a vu chez les libéraux. Vous vous souvenez que pour les libéraux les plus proches de l'anarcho-capitalisme, le seul cas où il est possible d'initier de la violence, c'est quand vous-même vous êtes la victime de la violence volontaire de quelqu'un d'autre. Mais il y a un certain nombre de contraintes qui ne semblent pas être des contraintes physiques. D'abord, les contraintes qui sont liées à la propriété. Qu'est-ce qui se passe si je vole le vélo de Cyril ?
Alors dans ceux qui définissent ainsi la coercition, en général, on essaye d'inclure l'atteinte au bien dans la définition qui est la plus haut. Okay. Donc quand on dit qu'on menace d'utiliser de la force physique sur une personne, on ajoute « et c'est bien ». Donc si vous prenez le bien de quelqu'un, on va compter ça comme de la coercition, sans son accord évidemment. Qu'est-ce qui se passe si on vous prive de vos droits civiques? Si l'État vous interdit de voter, s'il vous interdit d'être élu, s'il vous interdit d'être témoin de mariage, s'il vous interdit d'être un représentant légal. Il y a tout un tas de choses dont l'État peut vous priver qu'il accorde à d'autres citoyens. Ça ne rentre pas vraiment dans cette définition-là. Et puis qu'est-ce qui se passe évidemment si l'État fait usage de pression psychologique, sociale, s'il s'attaque à votre réputation ou si il exerce un type de violence psychologique à votre égard. Alors ces deux points-là, autant on arrive à intégrer le premier point dans la définition avec la petite modification que je vous ai donnée, ces deux autres points, ils sont plus durs à intégrer dans la définition, mais on va quand même faire avec, parce que même si elle est peut-être trop restrictive, on va voir que au moins elle suffit à poser le problème tel qu'on veut le faire, tel qu'on veut le poser maintenant. Okay. Donc si on voulait vraiment, si notre sujet c'était la coercition, il faudrait creuser ces problèmes-là, mais ce n'est pas la coercition, c'est de savoir à quelles conditions il est légitime pour l'État de contraindre, et en tout cas cette contrainte va impliquer l'usage physique, donc on se contente de cette définition un peu imparfaite mais suffisante pour poser le problème. Donc l'hypothèse qui est sous-jacente à tout le problème de la légitimité politique, c'est que la coercition requiert une justification. Si vous contraignez quelqu'un, vous devez avoir de bonnes raisons de le faire. Et ça vous permet de voir d'emblée, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de vous présenter les idéologies politiques pour vous présenter ce problème avant qu'on reprenne ensuite sur les deux autres. Ça vous permet d'emblée de voir que ce problème de la légitimité de l'État, il a une affinité forte avec le souci de départ du libéral. Le libéral, il pense que la contrainte est intrinsèquement négative et il essaye de donner des principes d'intervention de l'État qui sont minimales, dans lesquels on a le droit de contraindre les individus. Et bien, le problème de la justification de l'État, il part de cette même idée. Donc c'est typiquement un problème que le libéral met en avant, mais on va voir qu'il y a des réponses non libérales au problème, mais en tout cas le problème dans son inspiration, il est libéral. C'est un problème qui nous dit contraindre, c'est pas bien, peut-être que l'État a le droit de contraindre, sans doute que l'État a le droit de contraindre, mais il doit donner des raisons pour ce faire. Et on va essayer de trouver la réponse à ce problème, ça va consister à donner des raisons sous lesquelles on peut contraindre. Donc contraindre, ça nécessite une justification. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire sans vous justifier. Vous pouvez vous coiffer le matin, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous pouvez poser une question, il n'y a pas besoin de justification pour poser une question. Vous pouvez promettre à quelqu'un de venir à une partie, il n'y a pas besoin de justifier. À une fête, il n'y a pas besoin de justification. Et si vous contraignez quelqu'un, vous avez besoin de justifier. Pourquoi est-ce que vous faites ça, étant donné que c'est négatif? Il faut avoir de bonnes raisons pour le faire. Donc encore une fois, on l'a déjà vu avec le libéralisme, mais c'est sous-jacent ici, on n'est pas en train de dire que c'est jamais justifié de contraindre. D'accord ? On est en train de dire la contrainte c'est pas bien, donc il faut des bonnes raisons pour compenser ce qu'il y a de négatif à la contrainte. Évidemment, il y a des types de contraintes qui sont justifiées. La légitime défense, c'est typiquement le type de contrainte justifiée qui est admis par le plus de personnes. Même les anarcho-capitalistes admettent qu'il est légitime pour vous de vous défendre si vous êtes attaqué. Bien. Donc ça, c'est la notion de contrainte. Et je passe maintenant à la notion d'État. Vous avez vu que dans la manière dont on introduit le problème de la légitimité politique, on fait un contraste entre le fait que des individus nous contraignent pour arriver à leur fin à eux, et puis le fait que l'État nous contraigne. Le problème, c'est que ça ne semble pas légitime pour les individus, mais on a envie de dire que c'est légitime pour l'État de faire ces choses-là. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le problème. Et pour le traiter, il faut évidemment savoir ce que c'est que l'État. Alors, c'est une vaste question, mais il y a une définition qui a été très influente, qui a été proposée par Max Weber, un sociologue et philosophe allemand, dans son livre célèbre « Le savant et le politique », où il cherche à définir l'État. Il admet que les actions de l'État ne sont pas essentiellement différentes des actions d'autres groupes d'individus, mais il dit qu'il y a une notion qui permet de définir l'État,
c'est la notion de monopole de la violence physique légitime. Alors on va voir maintenant comment, à l'aide de cette notion-là, Weber va définir l'État. Notez que violence physique légitime, c'est ce que nous on a appelé l'autorité jusqu'à maintenant. D'accord ? On a dit que l'autorité, c'est le droit pour l'État d'exercer de la coercition, et on a défini la coercition en termes de violence physique pour pousser autrui à atteindre un certain but. Alors je vous lis cette longue citation de Weber parce qu'on a tendance à simplifier sa proposition qui est beaucoup plus fine en fait que ce à quoi on la réduit souvent. Mais qu'est-ce donc qu'un groupement politique du point de vue sociologique ? Qu'est-ce qu'un État ? Lui non plus ne se laisse pas sociologiquement définir par le contenu de ce qu'il fait. Okay, donc ce qui définit l'État, ce n'est pas le contenu de ses actions. Je passe au deuxième paragraphe. De nos jours, la relation entre État et violence est tout particulièrement intime. Depuis toujours, les groupements politiques les plus divers ont tous tenu la violence physique pour le moyen normal du pouvoir. Par contre, il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Ce qui est en effet le propre de notre époque, c'est qu'elle accorde à tous les autres groupements ou aux individus le droit de faire appel à la violence que dans la mesure où l'État le tolère. Celui-ci passe donc pour l'unique source du droit à la violence. Alors ce qu'il faut voir tout de suite dans cette définition célèbre de Weber, c'est que Weber n'est pas en train de dire que l'État, il a le monopole de la violence physique légitime. Il dit l'État, c'est le groupe d'individus qui revendiquent avec succès le monopole de la violence physique légitime. Donc c'est certaines personnes, un groupe d'individus, le gouvernement, qui disent « nous avons le monopole de la violence physique légitime » et les autres personnes l'acceptent. Ils revendiquent ça avec succès. Donc c'est juste, ce monopole est reconnu par un ensemble de personnes, typiquement les personnes qui sont sur le territoire de l'État. Donc Weber ne dit pas qu'un État est une communauté qui a le monopole de la violence physique légitime, pardon, j'ai anticipé, c'est ce que je vous dis maintenant. Parce que si vous disiez ça, vous ne pourriez pas soutenir qu'il y a des États qui ne sont pas légitimes. C'est important d'avoir une notion d'État où il y a des États légitimes et des États qui ne sont pas légitimes. Si vous présupposez dans votre définition de l'État que d'emblée un État est légitime, ça ne va pas. Vous pouvez avoir un État tyrannique. Un État tyrannique, c'est un État qui n'est pas légitime, en tout cas selon nos critères contemporains, mais ça reste un État. Pour autant, pour Weber, ça peut rester un État du moment que le tyran, ici, prétend avoir le monopole de la violence physique légitime. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'État de ne pas... Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour un État de ne pas avoir de violence légitime sur son territoire? Okay. Pour un État non légitime, ce serait le cas où la violence qu'il exerce n'est pas légitime. Donc ça, c'est une première possibilité pour l'État, pour la revendication de l'État d'échouer. Et l'autre possibilité, c'est que ce ne soit pas le seul à avoir une violence physique sur son territoire, autrement dit qu'il n'en ait pas le monopole. Mais le point central, c'est que tant que l'État prétend avoir le monopole de la violence légitime et qu'on admet qu'il possède ce monopole, alors on a effectivement un État. Donc quelque chose est un État, en d'autres termes, si on croit qu'il a le monopole de la violence légitime. Maintenant, le problème de l'autorité politique qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si on a raison de croire ça. Est-ce que c'est vrai que les différentes institutions politiques, cantonales, fédérales en Suisse, possèdent le monopole de la violence physique légitime. Okay. Là, je suis juste en train de mettre le problème en place et puis j'en ai en question dans un instant. Donc, on sait ce que c'est qu'un État. Un ensemble, on va supposer cette définition de Weber, un ensemble d'individus qui prétend avoir le monopole de la violence légitime. On sait ce que c'est que la contrainte.
c'est la violence physique légitime, pousser les individus afin d'atteindre un certain, afin de leur faire faire quelque chose. La question qui se pose, c'est à quelles conditions c'est légitime pour un État de faire ce type d'action, de contraindre. Et il y a 2 raisons au moins pour lesquelles c'est une question très importante et centrale en philosophie politique. La première chose qui découle de la définition de Weber, c'est que si Weber a raison, cette question-là, elle revient à se demander si notre croyance très largement partagée que l'État est justifié à intervenir comme il le fait est une croyance vraie. D'accord ? Pour l'État, pour Weber, pardon, un État existe si tout le monde, si la plupart des gens pensent qu'il est légitime à nous contraindre. Maintenant, la question qu'on se pose en philosophie politique, c'est on pense que l'État est légitime à nous contraindre. Est-ce qu'on a raison ? Est-ce que c'est vrai que l'État a la légitimité de faire ça ? Et puis la deuxième raison indépendante de Weber pour laquelle ce problème de l'autorité politique est crucial, c'est que la grande majorité des autres questions de philosophie politique présupposent que l'État ou le gouvernement a une autorité. Si vous discutez de savoir s'il faut interdire le glyphosate, s'il faut mettre fin au nucléaire, s'il faut limiter l'immigration, s'il faut redistribuer les ressources, s'il faut confisquer certains biens à telle ou telle personne, etc. Tous les sujets politiques, ça présuppose, il faut que l'État intervienne de manière coercitive. D'accord ? Donc la plupart de nos débats politiques, en philosophie comme à l'extérieur de la philosophie, ça présuppose qu'il y a un gouvernement qui puisse légitimement imposer un certain nombre de contraintes aux individus. Donc, beaucoup de questions de philosophie politique présupposent qu'on a résolu, qu'il y a une réponse à la question de la légitimité de l'État. Bien, ça c'est le problème de la légitimité de l'État qui va nous intéresser maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Ça va ? Alors, avant qu'on rentre dans le problème brièvement, il y a 2 manières dont on peut, j'en ai mis 3 mais j'en mentionne que 2, 2 manières dont on peut essayer de dissoudre ce problème. Le premier, c'est de dire, oui, mais vous nous avez présenté des individus qui faisaient des trucs bizarres au départ, mais ces individus, ils ne font pas vraiment ce que font l'État. Ce que fait l'État, c'est un peu plus fin que ça. Ce que fait le gouvernement, c'est pas juste mettre les délinquants en prison, c'est leur offrir un procès équitable. C'est pas juste interdire les masques aux individus, c'est le faire sur la base d'une constatation d'experts, de comités scientifiques, dans certaines conditions, etc. Okay. Donc, vous nous présentez des cas très simplifiés où des individus font des choses bizarres. On a envie de dire c'est pas normal pour ces individus, Marie, Kevin, etc., de faire ce qu'ils font. Mais la raison pour laquelle c'est pas normal pour ces individus de faire ça, c'est que eux, ils n'ont pas tout le processus et les institutions qui sont internes à l'État, notamment la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, les comités d'experts, etc. Alors la réponse à ça, on pourrait être tenté de répondre de cette manière-là, mais c'est sans doute pas une bonne réponse, parce que si c'est vraiment ça qui justifie l'État, ce serait très facile de répondre au problème précédent juste en modifiant les exemples. Donc Max, le justicier qui va poursuivre les délinquants et qui frappe à votre porte, on dit l'État il fait plus que ça. Max maintenant, vous le changez un peu, vous faites Super Max, il vient frapper à votre porte, il vous dit non seulement ça fait 1 mois que je poursuis les délinquants, mais en plus je leur offre un procès équitable, je leur offre des conditions de détention correctes, et puis je leur offre des voies de recours, etc. Donc vous donnez à Max, à Super Max, la capacité de faire tout ce que fait l'État. D'accord ? Et là encore, s'il frappe à votre porte et qu'il vous dit vous me devez 100 francs pour assurer l'ordre, il y a quelque chose qui cloche. D'accord ? Donc la première réaction initiale de dire les individus que vous nous avez présentés, ils font des choses un peu moins complexes que ce que fait l'État, la réponse à ça, c'est de dire donnez-leur la possibilité de faire des choses aussi complexes que l'État. Le jour où ils frappent à votre porte pour prélever votre argent de force, vous avez quand même l'impression que ces individus font quelque chose d'illégitime. Je passe le deuxième problème. Et la deuxième manière de dissoudre le problème, c'est de dire oui, mais vous nous parlez de force dans ce problème-là, mais en réalité, le gouvernement fait très peu appel à la force. C'est très rare qu'on soit contraint physiquement par le gouvernement, par l'État. Ça a pu nous arriver. Si ça nous arrive 1 ou 2 fois dans notre vie, c'est très désagréable, mais en général, on n'a pas de contrainte physique.
ça ne fait pas partie des actions quotidiennes de l'État. Alors là, la réponse à ça, du point de vue de ceux qui défendent l'importance de ce problème, ça consiste à dire, oui, mais à l'arrivée, non seulement il reste à résoudre le problème pour la police et l'armée, mais à l'arrivée, même si l'État souvent ne va pas jusqu'à la contrainte physique, il y a toujours une menace tacite de contrainte physique qui fait que l'État a un pouvoir sur nous. Et si vous voulez essayer, commencez par, je ne vous le conseille pas, mais vraiment vous ne voulez pas croire ça, commencez par ne pas payer vos impôts 1 année, 2 années, etc. Au bout d'un moment, il va y avoir des messieurs assez forts qui vont frapper à votre porte et puis qui vont embarquer vos biens et peut-être vous-même à l'arrivée. Donc la menace physique, ce n'est pas parce qu'on n'y est souvent pas confronté qu'elle n'est pas la menace ultime qui plane sur nous. Sanction physique si on ne satisfait pas à nos obligations vis-à-vis des autorités publiques. Donc à l'arrivée, la contrainte physique, elle est quand même la menace ultime si vraiment on ne respecte pas nos obligations vis-à-vis de l'État. Alors je passe ça. Et maintenant vous allez travailler. Donc on a un problème. On a l'État est autorisé à faire un certain nombre de choses, à exercer une contrainte physique ou à menacer de la faire sur nous, semble-t-il. Or, les autres individus, si c'était chacun d'entre nous qui faisions la même chose, ça ne serait pas légitime. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que l'État est légitime à nous contraindre et pas les autres individus? Est-ce que vous voyez quel type de réponse on peut apporter à ce problème? Est-ce que vous pourriez répéter le problème, s'il vous plaît? Le problème, c'est l'État nous contraint. A priori, il est légitime à le faire, en tout cas dans certains cas. Pourquoi est-ce que si vous nous contraignez à faire les mêmes choses, ça ne marche pas? Donc l'État, il nous contraint à sortir nos poubelles le mardi. Il nous contraint à payer les écoles du canton de Neuchâtel. Ça va, on peut trouver ça pénible, mais on ne trouve pas ça fondamentalement illégitime. Maintenant, si c'est vous, Lucas, qui nous dites non, les poubelles, c'est le mardi, parce que je l'ai dit, et vous nous versez chaque mois 50 francs pour les écoles du canton, on va dire non, Lucas, on vous aime beaucoup, mais non, c'est pas à vous de faire ça. Donc pourquoi est-ce que l'État est légitime à le faire et pas Lucas? Lucas. Parce que déjà, si moi je tentais de le faire, les gens seraient déjà forcés à faire quelque chose à double, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'État qui est en train d'essayer de le faire. Ensuite, s'il n'y avait pas d'État et puis qu'on serait tous une petite communauté anarchiste comme ça, là ce serait une question différente et puis la question serait posée. Mais là, en l'état actuel des choses, il y a déjà quelqu'un qui le fait. Ah, c'est bien. Alors ça, c'est une justification, on viendra tout à la fin. C'est une justification, c'est pas vraiment une justification en fait de l'État, c'est-à-dire qu'il est là, il le fait, donc à quoi bon faire autre chose en plus? Ça justifie pas pourquoi est-ce qu'il a le droit de le faire, mais ça explique pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de le faire étant donné que c'est déjà fait. Ça ferait double emploi. Arnaud. Moi j'ai envie de dire que quand l'État nous contraint, c'est pas vraiment différent que si justement Max nous contraint, mais ce que l'État permet de faire, c'est qu'il apporte une sorte d'ordre dans ses contraintes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Max décide d'aller, faire des raids dans certains quartiers de la ville, puis ensuite il y a quelqu'un qui décide de faire des contre-raids, etc., on aurait une espèce d'anarchie dont personne n'a envie. Et ce qu'on fait avec l'État, c'est qu'en gros, tout le monde, ça marche en tout cas nos États démocratiques, je ne sais pas si ce serait autant bien dans d'autres systèmes, mais en gros, c'est que tout le monde vient ensemble, il se dit, bon, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, du coup, on a une possibilité de contrainte. Et c'est comme ça que on choisit que par exemple, Max peut faire cette contrainte. Dans ce cas-là, ce sera la police. Et une autre contrainte ne sera pas permise, etc. Bien, alors il y a plusieurs choses ici. Il y a un aspect démocratique puis un aspect conséquentialiste. Donc, une chose que vous avez dite, c'est si l'État ne le fait pas, ça va être un foutoir pas possible. Parce que Max va faire l'ordre, Charlotte va faire l'ordre de son côté, on ne va pas savoir à quel sens vouer, ça va être. Donc, au moins, le fait d'avoir une seule intervention centralisée, ça évite les redondances, les conflits possibles, ça donne de l'ordre à tout ce chaos anarchique qui aurait sans l'État. Ça, c'est une justification par les conséquences. S'il n'y avait pas l'État, les conséquences seraient problématiques. Puis il y a un autre aspect dans votre réponse qui est de dire on se met ensemble et démocratiquement on décide de dire c'est Charlotte de Dorénavant qui fait l'ordre et c'est légitime parce que c'est démocratique. Oui. En gros, c'est un peu ça l'aspect de ma réponse. C'est d'abord l'aspect pratique. On fait ça comme ça.
Ensuite, c'est l'aspect de justification, on fait ça comme ça et c'est légitime parce que, enfin, d'un point de vue peut-être un peu idéaliste, mais on l'a tous choisi ensemble. Exactement. Donc c'est la justification démocratique par le consentement, on va y venir dans un instant. Question? Oui. Non, je voulais dire presque la même Ouais. chose, c'est-à-dire c'est nous qui légitimons l'État via les votations. Et du coup, quand on voit dans des États totalitaires la population qui se révolte, on accepte la révolution parce qu'on considère qu'ils n'ont pas eu le droit de choisir le gouvernement. Donc ça nous paraît légitime de se révolter contre l'État seulement dans le cas où l'État n'a pas été, les gouvernants n'ont pas été choisis par la population. Très bien, donc ça c'est la justification démocratique. Alors il y a 4 grands types de solutions, vous avez mis les doigts dessus. Maintenant, le premier type de solution, c'est de dire ce qu'on appelle des solutions contractualistes. Il y a un cas dans lequel Charlotte est légitime à me contraindre, c'est si je lui dis Charlotte, dans l'heure qui vient, c'est votre anniversaire, vous pouvez me dire de faire tout ce que vous voulez. Enfin, peut-être je mets quelques limites quand même. Mais Et là, elle me dit ah, ouais, chercher un café et tout ça. Puis j'ai promis, elle peut me contraindre maintenant, mais c'est dans le cas ici d'un cadeau d'anniversaire, Charlotte. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'un échange. Je peux dire à Charlotte, je fais tout ce que vous voulez, à condition que pendant 1 heure, à condition que vous me payiez quelque chose. Je vous obéis sur tel ou tel sujet, à condition que vous m'obéissiez sur tel ou tel autre. Hein. Donc on peut autoriser quelqu'un à nous contraindre, soit par don, soit par échange. Dans les solutions contractualistes, la légitimité de l'État, ce qui se passe, c'est que chaque citoyen dit à l'État, bah, c'est d'accord, tu peux me contraindre, mais en échange de ça, tu assures ma sécurité, ou tu assures le fonctionnement harmonieux de la société, etc. Ça peut être plein de conditions différentes. Donc ça, c'est une grande tradition pour assurer la légitimité de l'État, qui est née avec Locke, reprise par Kant, Rawls, un des grands philosophes politiques du XXe siècle, dont on va parler plus avant. Deuxième solution, un peu distincte, c'est de dire que les gouvernements tirent leur légitimité d'un processus démocratique. Donc là, ce qu'il faut, c'est plus que chaque citoyen dise « je suis d'accord pour que tu me contraignes », mais qu'une majorité de citoyens, et c'est ce que vous disiez à l'instant, une majorité de citoyens, il y a différentes façons d'organiser ces processus démocratiques, accordent au gouvernement une légitimité. Troisième type de solution que là vous l'avez pas mentionné, mais elle a fait couler un peu d'encre chez les philosophes. C'est ce qu'on appelle les solutions du fair play. Pardon de ne pas avoir traduit ça. Ça consiste à dire on doit accepter que l'État nous contraigne parce que, en gros, l'État et l'ensemble des individus qui appartiennent à l'État font des choses positives et nous, parce que les autres, et dont on bénéficie, et comme on en bénéficie, on a le devoir de participer à ça. On verra plus avant comment cette solution fonctionne. Et puis on a, c'était un des éléments de la réponse d'Arnaud, des solutions qui sont conséquentialistes, qui disent l'État a le droit de contraindre les individus. Enfin Arnaud, vous aviez un mélange conséquentialiste démocratique, mais une solution purement conséquentialiste, ça consiste à dire l'État a le droit de contraindre les individus parce que ça fait beaucoup de bien. Ça permet d'éviter certaines conséquences négatives. Pensez à la pollution ici. On a vu le problème pour le libéral. Si on laisse les individus agir par eux-mêmes, on arrive à des situations de bouchons, de pollution. Donc une réponse à ça, ça consiste à dire il faut contraindre les individus, comme ça on a des conséquences moins négatives que si les individus agissent par eux-mêmes. D'accord ? Et ça, historiquement, c'est une légitimation de l'État qui vient d'un autre grand nom qui est Hobbes. Okay. Donc Hobbes et Locke, vous voyez, qui sont dans des camps très différents. Okay. Petit point ici sur lequel on insistera, si vous êtes un partisan de la légitimation conséquentialiste de l'État, vous pensez que ce qui justifie l'intervention de l'État, ce n'est pas la volonté des citoyens, ce n'est pas le fait que les citoyens consentent à l'État. C'est l'intérêt des citoyens qui justifie l'État. C'est dans votre intérêt que je vous contraigne. Je vais vous faire du bien, parce que grâce à moi,
vous n'allez plus polluer. D'accord ? Même si vous ne consentez pas, mais c'est dans votre intérêt. Okay ? Et vous imaginez bien que face à ça, que va crier un libéral ? Il va dire « Ah, mais c'est du paternalisme absolu, vous voulez faire le bien des individus contre leur gré. » Mais c'est précisément ce que pensent, que doivent faire, c'est précisément ce que défendent les conséquentialistes. Bien, alors on commence nous par les solutions contractualistes. J'ai 5 minutes pour vous présenter la première solution contractualiste. Vous allez voir qu'il y a plusieurs versions de la théorie du contrat pour légitimer l'État. On a déjà rencontré ça pour ceux qui ont suivi les cours sur Locke et Kant. 3 grandes solutions contractualistes. Vous avez d'un côté ceux qui défendent l'existence d'un contrat social explicite. L'autorité de l'État, elle est fondée dans un contrat explicite entre l'État et les citoyens. Vous avez ceux qui défendent l'existence d'un contrat social implicite. L'autorité de l'État, elle est fondée dans un contrat tacite entre l'État et les citoyens. Et puis vous avez enfin les solutions qui s'appuient sur un contrat hypothétique. L'autorité de l'État est fondée dans un contrat possible et idéal entre lui et les citoyens. Alors on va commencer par la plus simple, à savoir, donc ça c'est les différentes solutions au problème de l'autorité politique. Je vais remettre cette diapo plusieurs fois. Soit vous avez une solution contractualiste, soit vous avez une solution démocratique, soit vous avez une solution du fair play, soit vous avez une solution conséquentialiste. Et puis on va voir qu'il y a des gros problèmes pour chacune de ces solutions. Ça ne veut pas dire que l'État n'est pas légitime, mais ça veut dire que c'est très difficile de trouver une réponse claire à sa légitimité. Et on va voir qu'est-ce qui suit de ça, si jamais c'est vrai. Alors on commence par la théorie du contrat explicite. Pourquoi l'État peut vous contraindre ? Parce que comme dans l'exemple que je viens de donner avec Charlotte, j'ai signé un contrat, j'ai dit, pour l'heure qui vient, Charlotte, je fais ce que vous voulez. Le premier qui met ça explicitement en avant, on en a déjà parlé, c'est John Locke, dans ses 2 traités du gouvernement civil, dans le second traité en particulier, où il propose pour la première fois une théorie du contrat pour justifier l'État. Que dit Locke en 2 mots ? Locke dit les hommes sont naturellement libres, donc l'état de nature n'est pas horrible, mais il est instable. Et donc si on veut stabiliser tout ça, si on ne veut pas toujours surveiller nos arrières, on a intérêt à créer une autorité par consentement, à se soumettre à cette autorité, en disant on consent à ce que tu nous contraignes, mais en échange de ça, tu assures notre sécurité. Donc pour Locke, les signataires du contrat originel, on est tous dans la nature, là, ça se passe pas trop mal, c'est pas qu'on se tape dessus, on cueille des pommes, etc. Mais on commence à sentir, notamment quand l'hiver arrive, qu'il n'y a plus beaucoup à manger, qu'il faut se méfier des autres. Peut-être des fois ils vont venir piquer nos pommes, peut-être même qu'ils vont nous taper pour les prendre. Donc on se dit, on va tous se mettre d'accord, et puis on va prendre Jessica, on va dire Jessica, dorénavant, alors on vous donne le droit de nous contraindre, mais vous nous assurez que notre sécurité. D'accord ? Donc, en échange de ça, vous avez le droit de nous contraindre, mais nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous assuriez la sécurité. Donc ça, c'est le contractualisme de Locke. Okay. Ce qui fonde la légitimité de l'État dans cette solution contractualiste, c'est le consentement des individus. Donc le modèle, c'est celui du coach que vous prenez pour faire du muscle, perdre du poids, peu importe. Quand vous consentez, les individus ont le droit de vous contraindre. La liberté dans la société civile consiste à n'être soumis à aucun pouvoir législatif qu'à celui qui a été établi par le consentement de la communauté. Et là, Locke dit même pas très bien sa propre thèse, parce que ce n'est pas le consentement de la communauté, c'est le consentement de chaque individu. Okay ? Chacun de nous avons consenti à l'autorité de l'État. Les hommes, ainsi qu'il a été dit, étant tous naturellement libres, égaux et indépendants, droit naturel chez Locke, nul ne peut être tiré de cet état de nature et être soumis au pouvoir politique d'autrui sans son propre consentement, par lequel il peut convenir, avec d'autres hommes, de se joindre et s'unir en société. Donc on consent à ce que Jessica, dorénavant, émette un certain nombre de lois qui régissent quand est-ce qu'on a le droit de cueillir des pommes, quand est-ce que, peu importe quoi, de sortir nos poubelles, etc. Ce qui est très important dans ce que dit Locke ici, c'est que on n'est pas tous obligés de consentir à ce que Jessica décide du jour où on sort nos poubelles, mais ceux qui ne consentent pas, si Karina dit « moi je ne suis pas d'accord, je ne fais pas confiance à Jessica », à ce moment-là, les décrets de Jessica ne valent pas pour Karina. C'est-à-dire que Karina, ce n'est pas une citoyenne de l'État Jessica. Elle reste en dehors. Donc, elle peut être sur le même territoire, mais elle n'est pas concernée par ces lois-là. Voici ce que dit Locke ensuite.
suite, un certain nombre de personnes sont en droit d'en user de la sorte, à cause que cela ne fait nul tort à la liberté du reste des hommes, qui sont laissés dans la liberté de l'état de nature. Donc Karina peut décider, moi je reste dans la liberté de l'état de nature, je ne rentre pas là dans votre jeu de société politique, ça va très bien toute seule, je n'ai pas envie d'avoir ça, c'est un peu plus instable peut-être, mais au moins je n'ai pas ces contraintes. Donc c'est une solution qui est très propre et intuitive sur le papier. Quand est-ce que l'État a le droit de contraindre des individus? Quand tous les individus que l'État contraint consentent à la contrainte de l'État. Et là, il n'y a pas de problème. Et ben, je vais terminer sur cette note positive, parce que sinon je vais vous dire le problème que vous sentez peut-être venir, et vous allez chercher des problèmes. Okay, s'il y en a, eh bien, il y en a, je vous le dis tout de suite. A priori, c'est beau. L'État peut nous contraindre parce qu'on a consenti. Et pardon, je vous dis une dernière chose, et ça permet de comprendre pourquoi tous les individus dont je vous ai parlé avant, Marie, Kevin et compagnie, il y a quelque chose qui cloche avec eux, parce qu'on n'a pas consenti. Okay, quand Kevin il vient frapper à votre porte et qu'il vous dit « je vous prends l'argent pour faire mon stade de foot », vous n'avez pas consenti à ce que Kevin s'occupe de la politique des sports. Okay. Mais si vous avez consenti qu'on a dit à Jessica « ok, on vous fait confiance maintenant Jessica, vous occupez du ramassage des poubelles, de la politique des sports et de l'éducation », si Jessica frappe à notre porte et nous dit « vous me devez 10 francs pour la construction du nouveau stade », on est d'accord, on a consenti. Donc ça permet d'expliquer la symétrie qu'on a au départ entre les individus qui contraignent et l'État qui contraint. Comment on explique cette asymétrie? Parce qu'on a consenti à l'autorité de l'État. Okay. Bien, on a résolu la question. Jusqu'à la semaine prochaine. Très bien, merci pour votre attention. Je mets tout ça en ligne et on se retrouve... Non, pas la semaine prochaine. On se retrouve dans 2 semaines. C'est les vacances. C'est très bien. Ce qui est encore mieux pendant les vacances, c'est qu'on peut faire de la philosophie, qu'on peut lire plein de choses. Donc profitez à fond de vos vacances en lisant un certain nombre des textes que je vous ai mis en ligne sur le Moodle. Je vous souhaite de très bonnes vacances et de joyeuses fêtes de Pâques et je me réjouis de vous retrouver à la rentrée.